à tous et toutes qui êtes derrière vos écrans pour suivre ce quatrième webinaire sur la confidentialité organisé conjointement par la Ligue bruxelloise pour la santé mentale et le CRESAM. Effectivement, nous avons déjà eu nous avons commencé en octobre avec des questions, des aspects juridiques sur la question de la confidentialité, du secret dans ce qui fonde la confiance et l'engagement dans les relations de soins en santé mentale. Et nous avons pu aborder depuis le mois d'octobre différentes facettes du travail des intervenants et des questions que pose ce secret, qui n'est pas une question évidente, qui est une question difficile dans le travail à plusieurs. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons nous attacher à un des aspects de ce secret professionnel, de la confidentialité, quand le droit des patients converge ou diverge avec le droit des familles. Donc ici, c'est un webinaire qui s'attachera à voir quel type de contact, qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on travaille avec l'entourage de la personne qui est en besoin de soins, dans des situations plutôt même extrêmes, l'hospitalisation sous contrainte, comment la question des droits du patient se pose dans ce contexte-là particulier. Et donc voilà, comme intervenant, vous êtes souvent peut-être amené à devoir rentrer en contact avec les membres de l'entourage, du patient, de votre patient, et de voir alors dans ces contextes-là, comment est-ce que le droit des familles, quelle place on donne aux familles dans l'accompagnement du patient, comment est-ce qu'on discute de ça avec son patient pour qu'il puisse exercer aussi ses droits face aux demandes de son entourage, et de voir comment, au milieu de ces positions qui peuvent être en opposition ou convergentes, comment les intervenants peuvent se débrouiller avec cela. Alors pour ce faire, nous accueillons 3 intervenants de choix qui chacun nous présenteront un aspect de cette question. Tout d'abord, vous dire aussi, c'est important de le souligner, que ces webinaires sur la confidentialité sont organisés à partir d'un groupe de travail qui se réunit à la Ligue et qui est co-géré par le CRESAM. C'est un ensemble de bénévoles, de volontaires qui, à un moment donné, se sont intéressés de près à cette question de la confidentialité face à des nouvelles réglementations qui fondent le travail des prestataires de soins, où on voit bien que la tendance est plutôt à un partage systématique à des dossiers patients numérisés, et donc ça, d'une certaine manière, relance toutes les questions autour de comment garantir la confidentialité et que devient cette confidentialité dans un monde où tout est ouvert, entre guillemets, dans la transmission et la circulation des informations. Voilà. Je vais passer, avant de donner la parole à notre premier intervenant, je vais passer la parole à Natacha, qui va vous donner peut-être quelques petites indications pratiques sur la tenue du webinaire et sur les interactions que l'on pourra quand même garantir entre les intervenants et vous. Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors, effectivement, vous pouvez poser des questions. Je vous demande d'utiliser le QR qui se trouve donc dans la petite barre en dessous pour les gens qui participent. Et donc, vos questions sont vraiment à poser que dans le QR. Le petit bouton discussion, ça c'est si vous voulez dire bonjour, merci et autres. Vos questions à destination des intervenants sont à poser par le QR. C'est Samira et moi-même qui nous occuperons de les relayer au moment de l'échange qui se trouvera à la fin des 3 interventions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure, pour ma part en tout cas. Juste alors aussi, vous rappeler, pour ceux peut-être qui ne le savent pas encore ou pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, que ces webinaires sont disponibles par la suite sur le site de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale, ainsi que sur le site du CRESAM. Et pour chaque webinaire, il y a une petite valise de documents que vous pourrez
auxquels vous pourrez avoir accès, que ce soit les PowerPoint ou de la documentation que les intervenants ont tenu à mettre à votre disposition pour voilà, compléter ces questions et de vous permettre d'avoir une documentation sur des thématiques plus spécifiques en lien avec les questions de confidentialité. Eh bien, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre premier intervenant, Christian Marchal, qui est coordinateur pédagogique au sein de l'ASBL L'Autre Lieu. L'Autre Lieu, c'est une ASBL qui vise, entre autres, la recherche sur la psychiatrie et ses alternatives. Alors, l'ASBL, elle se décrit comme un lieu étrange où se mêlent diverses formules d'accueil, d'expérience pour toutes les personnes qui sont concernées par la question des troubles psychiques. Mais c'est aussi un lieu où on peut trouver des informations, des actions de sensibilisation sur les rapports qui ont toujours existé entre folie et société et de voir comment ces rapports nous interrogent tout un chacun. Et juste petite page de publicité, vous dire qu'en lien direct avec l'intervention de M. Marchal, L'Autre Lieu a édité une nouvelle campagne d'information sur les droits des patients qui s'appelle « En recherche de justesse ». La forme PDF sera adjointe au webinaire sur le site, mais si vous souhaitez des brochures, vous pouvez contacter L'Autre Lieu et en plus c'est gratuit et vous pouvez le distribuer et en avoir un par devers vous qui est, je dois dire, très bien fait. Et donc, Christian Marchal va aborder cette question de l'articulation entre le droit des patients et les droits des familles en matière de confidentialité et de secret, en prenant justement ce premier point de vue du droit des patients. Je vais le laisser vous présenter tout cela. J'espère, Christian, que ma présentation a été complète. Oui, tout à fait. Merci Samira. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Hein. Donc voilà, moi, ça me plaît très fort de ne pas voir les personnes. Mais on va faire sans ça. Juste une toute petite précision, quand on m'a demandé d'intervenir par rapport à ce webinaire, j'avais bien précisé que je n'étais vraiment pas un spécialiste ou j'avais que des connaissances parcellaires sur les droits de la famille et sur les aspects du secret professionnel. C'est pour ça que mon propos va être tantôt général et tantôt j'ai essayé de rechercher des points dans la loi droit du patient qui pourraient effectivement intéresser le droit des familles et voilà où se jouent quand même des questions sur la confidentialité. Et donc, moi, je vous propose de partir à partir d'une petite présentation que j'ai construite pour ce webinaire et que je vais essayer de partager tout de suite. Voilà. Voilà. Ça marche. Ça marche, super. Alors vraiment, comme introduction, j'avais voulu, enfin ça c'est vraiment mon point de vue, pour moi l'hôpital est déjà un lieu intrinsèquement violent. Et encore, d'après moi, c'est nouveau mon point de vue, même plus en somatique qu'en psychiatrie, tout simplement par rapport aux actes qui sont posés en médecine physique. Donc, juste en introduction, vous renvoyez à un film qui m'a vraiment marqué à l'époque, hein, parce que c'est déjà un ancien film qui date de 2001, sur l'hôpital Saint-Pierre, ici à Bruxelles, vraiment très, très poétique. Et on ressent très bien toute cette violence qui se trouve à l'hôpital. Oui, l'hôpital, on y naît, on y meurt. Et quand généralement, quand on y rentre, quand on y rentre en tant que patient, c'est dans un certain état émotionnel, instable, intense, confus. Voilà. Et de toute façon, la relation à ce moment-là sera asymétrique avec le personnel soignant par rapport à ça. La loi, droit du patient, dans sa finalité, va tenter de rétablir une certaine égalité pour qu'il ait quelque part
une parole qui peut se poser de la part du soignant et de la part du patient. Et vraiment, la finalité vraiment de cette loi, c'est pour que le patient, in fine, redevienne ou reprenne sa santé en main et devienne un partenaire de soins. C'est vraiment un peu le but de la loi. Maintenant, est-ce qu'elle y arrive toujours? Pas nécessairement, bien évidemment, et surtout en psychiatrie, qui est encore tout à fait particulier. Rajouter aussi que cette loi ne vient pas de rien. Cette loi a quand même été fort inspirée par le code déontologique préexistant et de diverses législations internationales, que ce soit les droits de l'homme, etc., etc. Donc, cette loi ne vient pas de rien. On n'a pas été très rapide ici en Belgique. Déjà avant 2002, le Danemark, la Finlande, la Grèce, etc. avaient déjà une loi. La France et la Belgique ont été beaucoup plus en retard. Donc c'est aussi bien la France et la Belgique, c'était en 2002 que cette loi est apparue. Voilà, dans la présentation, vous pourrez aller voir un petit extrait aussi que je ne vais pas diffuser maintenant, mais par rapport à ce film, vous verrez déjà toute la poésie qui en ressort, et surtout avec la voix de Marie Trintignant, qui est vraiment superbe, quoi. Alors, passons directement à cette loi, hein, que nous dit cette loi. Cette loi, vraiment, je vous laisse à lire les petits encas, les petits carrés. Cette loi va avoir vraiment la difficulté d'essayer de concilier, de rétablir une certaine égalité dans la relation avec le patient. Et de concilier... Christian, excuse-moi, je t'interromps, mais en fait, là, je constate qu'on ne voit pas quand tu cliques sur la loi au niveau du partage d'écran. Vous ne voyez pas? Ah oui, non, on voit enfin, moi, en tout cas, je vois le tableau général, mais je ne vois pas que tu aies cliqué sur la loi pour le moment. Ok, je peux arrêter, je vais recommencer. Oui, désolé. Hein. Non, mais c'est bien. J'ai vu qu'il était effectivement en pouce. Voilà. Vous voyez un autre écran maintenant, normalement. Tout à fait, parfait pour nous. Voilà, très bien. Et donc, comme je disais, les enquêtes, je vous laisse les lire, hein, donc je vais pas en faire la lecture, mais à retenir que ça va toujours être la difficulté de vraiment concilier le soin à la liberté, à l'autonomie et à la protection du patient. Et avec vraiment la particularité pour la psychiatrie d'être vraiment à l'intersection du soin, du juridique et du social. Tout ça va venir interroger, bien évidemment, la loi à la marche dans ses limites et même jusqu'à l'absurdité. Et c'est ça qui est passionnant, quelque part, quoi. Parce que ça va remettre toujours cette loi en question, à signaler que c'est une loi aussi qui a cette particularité de pouvoir bouger assez facilement. Donc, il a la commission droit des patients qui, justement, va émettre des avis, va voir vraiment dans la pratique si ça fonctionne bien ou pas, quoi. Donc, les points de la loi cités, hein, je vais juste faire un zoom là-dessus. Dans la loi, vous allez trouver le droit des soins de qualité, le droit au libre choix du praticien professionnel, le droit à l'information, le droit de consentir ou pas au traitement, le droit de consulter son dossier médical, le droit, bien sûr, de la vie privée, le droit à la médiation de pointe et le droit d'être représenté. Alors qu'on parle quand même beaucoup de paroles et peut-être de résolution de conflits, juste quelques petits trucs pour amener à penser un peu le désaccord qui irait vers la dispute et en espérant vers une certaine paix. Et donc, je voulais vous proposer 4 items. Donc, on peut obtenir une paix en violence, hein, ça, je ne dois pas trop l'expliquer, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, une paix en violence, c'est la guerre, c'est la dispute, où quelque part, on essaye de faire disparaître l'autre. La paix en justice, là, ça va être
quelque part, la paix ou la dispute en justice, ça va être justement essayer d'avoir gain de cause par rapport à différentes sources de droit. Et là, il y aura toujours généralement un gagnant et un perdant. Et on ne sait jamais qui va être le gagnant et le perdant. Et cette paix en justice peut être très frustrant pour l'une ou l'autre des parties. Alors, ce qui peut intéresser aussi plutôt les proches et tout le monde d'abord, j'avais aussi mis la paix en amour. Donc, la paix en amour, quelque part, c'est le pardon. C'est le moment où, quelque part, plus que, je vais dire, le comportement, l'acte qui fait désaccord, qui fait dispute, mais c'est passer au-dessus pour essayer de préserver au mieux le lien. Donc le lien devient beaucoup plus important que l'acte ou le comportement lui-même. Et puis il a cette paix, ce que j'ai appelé une paix en justesse, que je trouve beaucoup plus intéressante. Et je crois, d'après moi, que la loi de droit du patient promeut ce genre de choses, ne fût-ce que par rapport à la médiation de plainte, où on va essayer de concilier les points de vue des deux parties. Hein, le point de vue généralement du soignant avec le point de vue du patient, qui ont peut-être des fois des postures, des regards et des perspectives tout à fait différentes. Et essayer que les deux parties puissent s'écouter, s'entendre et quelque part bouger par rapport à sans doute avec des présupposés. Alors, ce que j'avais voulu prendre comme point, c'est vraiment deux points que je vais essayer d'un peu développer, mais pas trop parce que je n'ai pas le temps nécessaire. Mais un point sur le droit de consulter son dossier et le droit de consentir ou pas au traitement. Alors, ce que j'avais repéré vraiment dans consulter son dossier, c'est donc chaque patient a le droit de consulter personnellement son dossier qui doit lui être présenté dans un délai de 15 jours à compter de sa demande. Donc la loi est très précise par rapport à cela. Toutefois, il y a des exceptions, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans des webinaires précédents. Il y a l'exception thérapeutique où je vais dire, le professionnel peut refuser la consultation d'informations médicales lorsqu'il juge qu'elle est dangereuse pour sa santé, avec toutes sortes tout un protocole qui doit suivre. Alors, le patient ne peut pas consulter les informations relatives à d'autres personnes pouvant apparaître dans son dossier. C'est ce point-là que je voudrais un peu développer avec vous. Et le patient n'a pas accès aux notes personnelles de la soignante. Ces notes sont des annotations apportées par le professionnel, conservées à part dans le dossier qui n'ont pas été communiquées au reste de l'équipe soignante. Donc aussi, ces annotations personnelles, je crois qu'elles ont été traitées dans des webinaires précédents. Juste quand même à signaler un petit point dans la loi que les personnes ne repèrent pas nécessairement, c'est que si la personne de confiance est un praticien professionnel, eh ben, il pourrait avoir accès aux annotations personnelles. Une question qu'on m'avait posée par rapport à ça et par rapport à la loi, et on m'avait demandé, mais est-ce que le praticien professionnel doit être nécessairement un médecin? À l'époque, je n'avais pas su répondre, donc je m'étais un peu renseigné via la commission droit du patient, la médiation fédérale. Et pour la médiation fédérale, disait oui, quelque part, un dentiste, un kinésithérapeute, une infirmière pourrait, je dis bien en conditionnel, avoir accès aux annotations personnelles. Et c'est pour ça que la loi est intéressante, avec un tout autre avis de l'ordre des médecins, qui disait quelque part, qui disait que dans la loi, il n'avait que les personnes pouvaient poser un diagnostic dans leur champ de compétences. Là, d'après moi, il se trompe un peu parce que la consultation n'est pas en vue de faire un diagnostic, mais juste avoir une consultation, un éclaircissement commenté par rapport à ça. Mais voilà, c'est toujours en discussion et c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, je voulais arriver justement à cette question de confidentialité par rapport aux données relatives au tiers.
qui peut poser des questions à différents niveaux et qui mène souvent dans la pratique vraiment à des ambiguïtés, à des distinctions. Donc, il faut bien faire la différence entre les données concernant des tiers et les données provenant des tiers. Donc, le principe vraiment général, c'est que les données concernant des tiers sont des données qui concernent d'autres personnes que le patient et qui ne concernent pas le patient. Donc, il n'aurait pas accès à ces données. Mais il importe de se préciser explicitement ceci, que les données fournies par des tiers ne sont pas des données concernant des tiers au sens indiqué dans la définition, et par conséquent, elles doivent être également disponibles pour le patient, à l'exception des données qui n'ont rien à voir avec les soins ou la continuité des soins du patient. On se rend compte que cette donnée peut vraiment être problématique lors de thérapie familiale, de thérapie systémique, etc., où il y a différentes données qui viennent de différentes sources. Et c'est justement, est-ce que le patient a accès aux données? C'est comment on formule ces données. À titre d'exemple, j'avais repris un exemple. Voilà, un fils peut-être en tant que patient, donc signale que son père continue à boire, ou bien l'entourage signale que Monsieur X continue à boire. Donc ça veut dire la même chose, mais le classement des données, ce sera peut-être pas évident à dire est-ce que le patient peut avoir accès à ces données comme elle est formulée là, si effectivement c'est des données venant de tiers ou appartenant au tiers. De nouveau, faire cette distinction, c'est quand même une gymnastique mentale à faire. Donc, voilà, donc par données concernant les tiers, il faut aussi bien entendre les données concernant des tiers confiés par le patient que les données relatives à un proche du patient impliqué dans la thérapie familiale. Alors, il y a vraiment trois éléments fondamentaux qui sont essentiels pour la notion de données concernant des tiers. Il doit, s'agir de données qui concernent d'autres personnes que le patient. Ces données ne concernent pas le patient lui-même et les données ne concernent pas les soins ou la continuité des soins au patient. Et c'est vrai que cette information au droit des patients, en commençant à l'autre lieu, c'est une des premières lois à laquelle je m'étais intéressé, c'était en 2006. Donc, la loi n'avait que 4 ans à ce moment-là. Et c'était compliqué, c'est vraiment des questions qui me revenaient souvent par rapport à ces données impliquant les tiers. Et donc, l'avis de la commission de droit du patient de bien sonder le dossier médical avec les données concernant le patient et les données concernant les tiers. Et à ce moment-là, si le dossier est bien scindé, à ce moment-là, il ne devrait plus avoir, ou ne devrait pas avoir de problème. Alors, le droit de consentir ou pas à un traitement, c'est vrai qu'à l'autre lieu et les personnes qui fréquentent l'autre lieu et le rapport au traitement et à la médication est toujours un sujet très, très, très sensible. Alors, il est mis dans la loi qu'aucune intervention médicale ne peut être effectuée ou poursuivie sans le consentement préalable du patient et de la patiente. Notons que le droit à des soins de qualité suppose que les soins, après, si on a refusé un traitement, que les soins corporels de base soient garantis aux patients et ce malgré un éventuel refus. Par exemple, un patient qui refuse de boire ou de s'alimenter devrait être, malgré lui, malgré elle, alimenté. Donc, vous voyez, il a déjà à ce moment-là des exceptions et qui relient effectivement par rapport aux soignants un devoir et le devoir aussi de soigner. Par rapport à des fois des interventions qui peuvent être jugées violentes, on peut très bien, surtout en psychiatrie, avec certains patients,
penser que ne fût-ce que la toilette peut être vécue très violemment par certains patients, par un certain rapport au corps, etc., etc., etc. Une autre question qui se pose souvent, et c'est une question, on rentre un peu dans une zone grise de la loi, qu'en est-il de la contrainte? Et effectivement, la contrainte, là, je dois mobiliser une loi en particulier, il y en a même deux, donc on doit mobiliser vraiment la loi de 1990 sur la personne malade mentale, et préciser que ça, c'est une loi spéciale qui va régler l'hospitalisation de la personne malade mentale. Dans cette loi, on va régler justement tout ce qui concerne la mise en observation, tout ce qui concerne justement les situations de posture et les situations de maintien qui vont concourir jusqu'à 10 ans. Alors, la règle est par rapport à une loi spéciale, en rapport avec une loi générale qui est la loi droit du patient, c'est que tout ce qui est réglé par la loi spéciale l'emporte. Tout ce qui n'est pas réglé par cette loi spéciale, c'est la loi droit du patient qui s'applique à ce moment-là. Alors, même si c'est étonnant, la loi sur la protection de la personne malade mentale n'a pas réglé cette question du soin. Et donc, là, les avis conversent, aussi bien les avis de la commission droit du patient et que les avis de l'ordre des médecins. Le consentement à un soin, à une intervention particulière et à un traitement, on doit requérir le consentement du patient. Et là, toute une discussion peut s'engager, et c'est une discussion pas à l'infini, mais qui peut prendre vraiment beaucoup de temps. Si je prends vraiment cette posture qui ne laisse pas place au débat, ça ne mène pas à grand-chose. Maintenant, justement, si on reprend dans la loi justement le concept d'un consentement libre et éclairé, là, il y a peut-être des pistes à exploiter, surtout par rapport à ce consentement éclairé, donc qui demande que toutes les informations soient transmises aux patients par rapport à la durée du traitement, à ses effets secondaires, par rapport à toutes sortes, dans la possibilité où le patient comprenne ces informations, et cette question de liberté. Cette question de liberté peut être prise par plusieurs côtés. Le premier côté, c'est liberté que le patient n'a aucune pression extérieure pour donner son consentement ou pas. Et l'autre question de la liberté, si par rapport à ce trouble, si il n'est pas limité dans cette liberté, et a-t-il la capacité de faire ce choix? Christian, je me permets juste oui. de t'informer qu'il reste 5 bonnes minutes. Voilà. Il reste 5 minutes, d'accord. Donc, voilà, je vais aller beaucoup plus vite par rapport à ça. Donc, voilà, rappelons vraiment que ce consentement doit aussi bien avoir lieu dans le cadre de la contrainte. Et là, on est bien dans l'hospitalisation contrainte et pas dans le soin contraint. Comme il n'y a aucune législation en Belgique qui règle le soin contraint, là, ça demande beaucoup de doigté par rapport au personnel soignant. Et donc, c'est faire peut-être en sorte, même s'il a un traitement et il a plusieurs avis, il a plusieurs de la comité éthique, du Haut Commissariat à la santé, etc., qui vont essayer de régler justement cette situation de contrainte avec un soin contraint qui lui est lié.
Le tout, c'est que vraiment que la personne malade mentale, donc la personne troublée mentalement, ne perd pas tout dans cette histoire. Et à un certain moment, dès qu'elle a cette possibilité de pouvoir renégocier ce soin, qu'on lui donne cette possibilité. Donc, il est un soin contraint, je vais dire vraiment au début, pour qu'elle recouvre une certaine capacité de raisonnement. À ce moment-là, c'est de nouveau une négociation qui doit se remettre en place. Je vais m'arrêter là, même si c'est assez frustrant, et je vais directement aller un peu sur la conclusion. Donc ça, je vous laisse lire aussi justement par rapport au droit de la médiation de plainte, qui est vraiment l'endroit où il peut avoir cette recherche de justesse. Juste à signaler que voilà, une des particularités de cette loi, c'est qu'il n'avait aucune sanction qui est liée à un manquement par rapport à cette loi. Mais voilà, il a d'autres sources de loi qui peuvent être mobilisées au pénal si, par exemple, on va à l'encontre d'un consentement ou d'un refus, on pourrait très bien mobiliser une loi pénale sur des coups et blessures volontaires par rapport à ça. S'il y a une faute, on pourrait adresser par rapport aux praticiens professionnels, porter plainte à l'ordre du médecin qui va justement, par rapport à cette faute, qui va entamer la réputation de la profession. Aussi par rapport justement aux données personnelles, par rapport à tout ce qui est rapport à la vie privée, justement pour déposer plainte à l'autorité des protections des données et vie privée. Et au civil, s'il y a faute et dommage et qu'il y a une causalité entre les deux, hein, parce qu'en médecine, c'est aussi une particularité, c'est qu'il peut avoir dommage, mais pas faute. À ce moment-là, ben voilà, il n'a pas de recours à avoir. On sait très bien que on peut, en cas d'une amputation, il a vraiment un très gros dommage, mais voilà, il a très bien, il a un but derrière ça, quoi. Et donc, il faut vraiment avoir ce lien de causalité, et à ce moment-là, il aura, je vais dire, un calcul d'une équivalence financière qui sera mis en miroir avec le préjudice subi. Alors, aussi, par rapport à cette application de la loi, je sais très bien, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on n'a pas assez de soignants, on n'a pas assez de juges, on n'a pas assez d'avocats, et ça rend difficile l'application de la loi. Alors moi, j'aime bien rappeler quand même que la loi pousse quand même quelque chose de fondamental, que même la parole, et je vais prendre le mot fou, parce que c'est un mot qu'on aime bien, que même la parole folle doit être prise en considération et entendue. C'est ça que la loi pose, in fine. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie. Merci. Merci Christian pour cet éclairage. Si tu pouvais, voilà, merci beaucoup. Je remets la vidéo. C'est quand même plus sympa. Alors, ce qui est très, très appréciable dans cette présentation, c'est la précision des mots, l'importance des mots. Et on voit comme, effectivement, la loi des droits des patients nous rappelle, c'est là comme tu viens de le dire très justement, que même une personne diminuée temporairement dans ses capacités, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit physique, mentale ou autre, eh bien, cette personne garde une parole, le droit à une parole, et les intervenants doivent en tout cas se rappeler, au travers de notamment de cette loi sur le droit des patients, qu'il y a quelque chose à entendre de cette parole, même dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et extrêmement contraignantes. Aussi, je vois qu'il y a des questions dans l'espace QR. Juste vous dire que les questions seront prises en compte après les 3 interventions. Et donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des points de précision à apporter. Nos intervenants seront là pour vous répondre. Sans plus tarder, nous passons à notre deuxième intervenant,
intervenante, Martine Vermeulen, qui est psychologue clinicienne de formation, qui est également psychothérapeute de famille, d'orientation systémique et psychanalytique. Et vous menez différentes formations dans le domaine psychosocial auprès de professionnels. Vous pratiquez auprès notamment, par rapport à vos activités d'engagement à Similes Bruxelles, vous pratiquez ce qu'on appelle la psychoéducation pro-famille, qui sont en fait des espaces de formation, d'information sur l'open dialogue avec les familles quand ils sont concernés, touchés par la question des troubles psychotiques confrontés à un membre de leur famille qui est schizophrène ou une autre difficulté liée à une maladie mentale. Et vous faites de l'open dialogue avec les familles, que ce soit en présence ou en l'absence des patients. Et en l'absence des patients, c'est une notion qui a beaucoup d'importance dans ce travail-là, parce que les familles sont parfois dans une recherche d'information quand un membre de leur famille est hospitalisé, et parfois il peut y avoir du refus du côté du patient, une difficulté de voir comment, malgré tout, un travail peut se réaliser. Et vous travaillez notamment avec des équipes mobiles de crise où vous faites de l'open dialogue avec les familles à plus long terme. Donc, un soutien aux familles dans des situations très spécifiques. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, alors, je me suis rendu compte que concernant les familles, il y avait énormément de législations auxquelles les familles sont confrontées, les patients également. Et je vous ai relevé donc 6 législations différentes qui concernent la famille. Et on m'a dit qu'on vous les transmettrait par la suite dans un document à part, donc où j'ai cité ces différentes lois. En gros, il s'agit bien sûr du code pénal qui consiste à porter assistance à toute personne en danger. Ça concerne tout le monde, y compris les familles. La loi sur le droit des patients de 2002, dont Christian Marchal vous a parlé. La loi de mise sous protection des malades mentaux, dont on vient de parler également, dite sur la mise en observation. Il y a également la loi sur l'administration des biens de la personne et de la personne du 17 mars 2013, qui a été revue et restaurée avec les différents régimes d'incapacité qui peuvent être temporaires ou plus définitifs selon les situations. Il y a également le règlement général de protection des droits des données privées, le RGPD, et alors les différents codes de déontologie des différentes professions concernées par la santé mentale. Je pense aux médecins, aux psychologues, aux assistants sociaux, à l'aide à la jeunesse, etc. Donc, je vais voir un petit peu avec vous en quoi les familles sont concernées et qu'est-ce qui constitue pour elles les points d'achoppement. Alors, le premier point que j'ai relevé, c'est le manque de reconnaissance du patient. Alors, il s'agit de cette double reconnaissance qui est à la fois la reconnaissance du patient qui n'est pas reconnu dans ses droits par l'entourage ou par les soignants, mais aussi le fait que le patient ne se reconnaît pas lui-même comme un patient, alors qu'il est pourtant l'acteur principal concerné. Alors, que se passe-t-il pour une famille lorsqu'un patient adulte ne se reconnaît pas comme ayant un problème, ce qu'on appelle la nosognosie en psychiatrie, et qu'il attribue son problème à l'entourage? Dans ces cas, la famille peut subir certains comportements inquiétants, même violents, et les proches se trouvent dans des positions extrêmement difficiles et ont besoin d'aide. Ces tensions peuvent amener à des conflits ou à des ruptures de liens. Et ces ruptures de liens sont tout à fait dommageables pour les uns comme pour les autres. Alors, la loi sur le droit des patients peut servir de guide et de garantie
pour quelqu'un qui n'a pas confiance dans les soignants, qui a déjà subi des contraintes et qui désire défendre ses droits. Donc, le fait de connaître ses droits pour un patient, ça peut l'aider à reprendre sa vie en main comme étant acteur de son propre rétablissement. Et dans ces cas-là, la famille et les membres de son entourage et les soignants peuvent être critiqués, mis à mal, mais il ne faut pas oublier que ça reste très important parce que il y a un début de rétablissement qui est possible, hein, même si ça passe par le conflit justement. L'autre avantage de cette loi, c'est qu'elle a prévu le choix d'une personne de confiance ou d'un mandataire qui peut représenter le patient. Donc, cette disposition permet à la famille de comprendre en qui le patient garde sa confiance et ça permet aussi de rassurer la famille sur le fait qu'il peut y avoir une prise en charge indirectement via la personne de confiance ou le mandataire. On sait que dans une famille, chacun peut devenir patient. Mais donc à Similès-Bruxelles, où je travaille très souvent, on a affaire souvent à des systèmes rigides. Hein. Ça veut dire que les familles ont difficile à se reconnaître eux-mêmes comme étant en difficulté. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec elles à la fois avant une hospitalisation, éventuellement pour éviter celle-ci, ou pendant l'hospitalisation. Ça peut se passer pendant les visites à l'hôpital ou lors de rendez-vous avec les soignants, mais aussi à la sortie de l'hôpital. Et c'est donc très important pour éviter les rechutes que le patient ait un lieu de vie et où l'entourage peut être rassuré. Ce choix de la personne de confiance peut se faire à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur. Et ça permet d'anticiper les périodes où le patient est en crise et où il n'a plus confiance en personne. L'autre loi, celle qui concerne l'administration des biens et de la personne et ou de la personne, puisque ce sont deux dispositions qui peuvent rester séparées, concerne aussi les familles, parce que cette loi de protection interpelle les familles. Et la loi présente bien les différents cas où un patient n'est pas en état de pouvoir faire des démarches ou faire des choix. Et le fait de pouvoir compter sur la personne de confiance ou sur le mandataire est un soulagement pour tout le monde. Le choix de refus ou d'acceptation passe par un consentement qui reste à éclairer. Hein. Il est parfois non éclairé et parfois il est important d'en parler justement. Et ce refus reste toujours possible pour le patient, même devant un juge. Donc cette procédure-là, le patient a toujours son mot à dire et le juge doit l'écouter ainsi que sa famille, ce qui n'est jamais toujours garanti, bien sûr. Alors, on arrive au deuxième point d'achoppement qui est le dilemme. Le dilemme des familles, eh bien, donc, il s'agit de constater que les familles ont raison de s'inquiéter pour la santé d'un patient qui se met en danger lui-même ou qui met en danger d'autres personnes. Le Code pénal a prévu cette obligation d'assistance à personne en danger où les familles ne peuvent souvent pas y arriver seules. Et c'est parfois le patient qui est en danger, ça peut être parfois une personne de la famille qui subit une violence de la part d'un patient en crise. Les familles ont parfois du mal à consulter, surtout lorsqu'elles se sentent menacées, qu'elles craignent une réaction de violence ou un passage à l'acte, style une fugue, une tentative de suicide. Dans certains cas, elles ont promis aux patients d'éviter l'hospitalisation, mais le dilemme se présente alors quand la situation devient urgente et inquiétante. Et dans ces cas, il est important que les familles soient bien informées et soient accompagnées pour recevoir un soutien.
qui permettent de gérer ces situations, d'apprendre à mettre leurs limites, malgré leurs sentiments de culpabilité qui peuvent les empêcher de communiquer efficacement, tant avec le patient qu'avec les soignants. Donc, les familles ont le droit d'obtenir des lieux et des temps d'accueil, d'écoute. C'est ce qui se pratique dans l'Open Dialogue, qui est un outil différent de la psychoéducation, je le précise, qui permet d'écouter les points de vue de chacun. Et lorsqu'on écoute le point de vue de chacun, on peut éventuellement trouver, comme disait Christian, de la justesse à travers des consensus et soutenir aussi des solutions négociées. Quand c'est possible, parfois le réseau reste autour, par exemple une équipe mobile de crise, B1 ou B2 ou des professionnels envoyeurs qui peuvent assister à ces pratiques. À Similes Bruxelles, il existe une équipe composée de professionnels et de proches aidants bénévoles qui ont une large expérience dans ce domaine. Alors, c'est quoi la paire aidance? Je fais la différence entre le père aidant lorsqu'il s'agit de personnes qui ont vécu des situations de soins psychiques, qui s'en sont sorties et qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu et que cela puisse servir à d'autres patients qui deviennent alors leur père. On parlera plutôt de proches aidants ou d'aidants proches lorsqu'il s'agit d'un membre de l'entourage ou de la famille qui a vécu une expérience par rapport à sa propre situation familiale, qu'elle en est sortie, qu'il ou elle en est sortie et peut en témoigner et ainsi rendre service à d'autres familles en crise. Alors, dans les cas où les familles sont justement en crise, je dois absolument réévoquer la loi sur les régimes de protection de la personne qu'on a appelé maintenant la loi sur la mise en observation. Les familles ont donc le droit et le devoir de faire appel auprès d'un procureur, auprès d'un juge de paix. Alors bien sûr, tout ça est réglementé et les familles se trouvent parfois mises en échec lorsqu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux ou lorsque les soignants ne reconnaissent pas les critères stricts, précis et prévus par cette loi. Et les familles alors se voient revenir à leur case départ lorsque le juge de paix ou le procureur prend une décision contraire au souhait du demandeur. Le problème peut alors s'aggraver pour le proche lorsque le juge lève d'une façon abusive parfois une hospitalisation qui pourtant s'avère nécessaire, même selon les soignants et selon les demandeurs. Il faut savoir que certains juges ont parfois une interprétation du libre arbitre qui ne tient pas toujours compte ni de l'entourage, ni des avancées en psychiatrie, ni de l'évolution actuelle. Dans ces cas, il est très important d'ouvrir un dialogue, d'organiser éventuellement des soins à domicile quand c'est possible. Évidemment, cette question d'interprétation du danger est différente selon les points de vue. Il n'est pas rare que, par exemple, un patient dise au juge qu'il accepte les soins ou la médication, alors que son comportement prouve exactement l'inverse. Donc, ces différentes législations qui s'appliquent aux familles sont contraignantes pour tout le monde, pour le patient qui perd sa liberté, pour la famille qui est confrontée à des démarches difficiles qui risquent d'envenimer les reproches sur la famille, mais aussi les soignants qui doivent tenter d'obtenir la participation du patient aux soins et qui, eux, sont confrontés au refus, à de la violence. Il s'agit pourtant d'enjeux de vie et de mort, et donc il est très important, devant des tentatives de suicide, des mises en danger des personnes, de recourir à cette loi. Lorsque cela échoue, il reste le travail des équipes d'accompagnement, soit à domicile. Similes Bruxelles en est une, et
ça s'appelle FHS, donc Family Home Support, qui, elle, peut intervenir sur du long terme pour aider la famille à accompagner le patient et à changer son rapport au patient et devenir plus aidant. Alors, il y a un troisième outil que je vais appeler donc la psychoéducation des familles qui se pratique en Belgique grâce au réseau international Pro-Famille qui s'est développé dans les pays francophones, plus particulièrement en France, le docteur Yann Audet, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique. Et donc, c'est Similès Wallonie qui l'a mis en place. Et donc, à Bruxelles, maintenant, on pratique également cette approche et elle est très importante parce qu'elle permet aux familles de recevoir de l'aide afin de poser eux-mêmes, de gérer leur angoisse, de gérer leur culpabilité, de gérer la pose des limites, de reconnaître les premiers signes de crise, de pouvoir agir à temps, de savoir à qui et comment s'adresser aux professionnels et aussi d'être informés des droits et des devoirs qu'elles ont. Les associations comme Similès Bruxelles peuvent expliquer tout cela aux familles et soutenir aussi une solidarité entre les familles qui gardent le souci du patient, de leur patient. Alors j'arrive à mon troisième point d'achoppement qui est la difficulté avec les soignants. Il arrive que des équipes psychiatriques prennent des décisions inadaptées, qu'elles laissent parfois sortir des patients ou qu'elles refusent d'hospitaliser. Dans ce cas, les familles sont très démunies et même très isolées et ont besoin d'être accompagnées. Il faut savoir que les soignants n'ont pas toujours toutes les données en main pour prendre les bonnes décisions. Ils se basent sur les informations qu'ils ont du patient ou sur les diagnostics qu'ils ont ou leur interprétation du diagnostic. Le fait de n'avoir pas pu évaluer correctement une situation par manque d'informations ou d'éléments d'enquête constitue pourtant une faute professionnelle. Mais on sait que même si chacun fait des efforts, ces erreurs ont des conséquences fâcheuses, tant sur le patient que sur la famille, et qui est celui de rompre le lien de confiance entre les patients et les soignants, mais aussi vis-à-vis des familles. Alors, il faut réfléchir avec une certaine intelligence. C'est le cas donc pour les professionnels et les familles, afin de ne pas durcir, de ne pas raidir les positions institutionnelles, médicales ou judiciaires, qui pourraient alors se retourner contre les intérêts des patients. Il y a d'autres situations qui concernent les tiers. Et là, je pense que Christian Marchal en a bien parlé. Vous savez que dans ce qui concerne la confidentialité, il y a 5 règles qui régissent le secret professionnel partagé et les familles n'ont pas le droit d'avoir accès au dossier du patient, mais elles ont quand même le droit d'être informées. Et donc, ces informations vont permettre aux familles d'avoir des approches plus intelligentes et plus adaptées. On peut comprendre que, en ce qui concerne le partage des données santé, dans le domaine somatique, ça peut être très utile pour la vie du patient, mais que quand il s'agit de partage au sens psychologique du terme, il s'agit d'une autre histoire. En effet, il y a très peu de données objectives qui concernent les situations et les soignants ne peuvent se fier que à ce que le patient dit ou à ce que l'entourage dit. Et de nombreuses études ont montré que la mémoire est une source assez peu fiable pour se faire une idée de ce qui s'est passé réellement. Donc un récit sur le passé est nécessairement coloré subjectivement par l'expérience de chacun. Et c'est justement cette expérience qui est nécessaire dans le traitement et dans le dialogue. Par contre, lorsqu'il s'agit de mettre ça par écrit, un conseiller, un expert ou un soignant
qui commence à objectiver une telle histoire et que cela reste dans un rapport écrit et même numérisé, ça devient évidemment problématique. Donc, je voulais quand même dire un petit mot sur le dossier patient informatique, si j'en ai le temps. Est-ce que j'ai encore un tout petit peu? Oui, Voilà. tu as encore ça va. 5 minutes. D'accord, je vais essayer. Voilà. Donc, lorsqu'une information continue d'être mentionnée dans un dossier qui concerne des tiers, ça pose problème. Parce qu'il existe quand même le droit à l'oubli pour certaines données ou certaines maladies, et il est important que le patient ne soit pas stigmatisé et que la famille non plus ne le soit pas. Et que les informations que les patients donnent aux professionnels sur les tiers, eh bien, soient pris en compte, hein, mais qui ne soient pas nécessairement rigidifiées. Et ces informations sont à prendre en compte, même si elles ne sont pas objectives. Les données relatives à l'histoire de la famille aussi sont importantes et doivent être soumises aussi aux mêmes règles de la confidentialité qui concernent le patient. Les tiers dont il est question, d'ailleurs, ne savent pas toujours qu'est-ce qu'on raconte sur ce qui se passe dans les familles. Et donc, le fait de mettre ça par écrit devient problématique et est contraire au droit à la vie privée réglementé par le RGPD. De plus, quand il n'y a pas eu de rencontre avec la famille et que la description subjective racontée par le patient est notée, cela reste quand même une information sensible et à coloration souvent émotionnelle. Lorsque de telles informations sont stockées dans un dossier électronique, eh bien ça risque de figer les choses, alors que ce sont des données prétendument objectives qui doivent être traitées avec précaution et prudence, comme tout ce qui concerne la subjectivité d'ailleurs. J'arrive à mon dernier point, qui sont les points d'accord et de concertation entre les professionnels et les familles. Les soignants, on le voit, ont de plus en plus intérêt à collaborer, tant avec les patients, qu'on appelle les usagers, qu'avec les proches, qui sont l'entourage et la famille, de manière à ce que des soins de qualité puissent s'organiser, que des lieux de vie puissent être trouvés après une hospitalisation et qu'il n'est pas normal qu'une famille ne soit pas informée ni consultée au moment de la sortie de l'hôpital, alors que le but serait quand même de mettre en place le rétablissement du patient dans les meilleures conditions possibles pour éviter une rechute. Donc, le fait de considérer la famille comme un des partenaires de soins fait partie de l'évolution actuelle de la psychiatrie et de la santé mentale. Évidemment, la grande crainte des professionnels, c'est d'enfreindre le secret professionnel dans les rencontres entre les soignants et les familles. Je reconnais que ça n'est pas facile, mais que la présence du patient peut, à certains moments, débloquer les choses parce que ce qui est dit oralement, eh bien, chacun y va de sa propre responsabilité. Et donc, il y a moyen d'ouvrir un dialogue entre un patient et sa famille, et c'est donc ce qu'on essaye de pratiquer. Évidemment, on constate que certains patients sont mieux formés que d'autres pour appliquer les règles de déontologie et pour expliquer aux patients et aux familles les limites que chacun et que le professionnel doit respecter dans ces matières. Il est clair que si des règles de vie peuvent être mieux respectées dans les relations familiales, donc l'inquiétude des patients concernant l'avenir pourra diminuer. Et que si les concertations entre les soignants et les familles autour du patient avec sa présence ou sans sa présence sont faites de manière conforme aux législations, eh bien, cela permet d'accepter mieux les soins et d'éviter l'abandon thérapeutique. Donc, on sait très bien que le devoir de tout soignant et de tout
accompagnant est de respecter ce secret et cette confidentialité sous peine de l'application du code pénal. Alors que ici, le besoin des familles, il n'est pas de tout savoir, il n'est pas la transparence, il est celui d'obtenir de l'aide et d'être bien informé et accompagné par des personnes compétentes et par les différentes équipes qui connaissent le patient, même si il n'y a pas qu'une seule personne qui doit partager toutes les informations. Elle fait partie d'une équipe et qu'au fond, en finale, je voudrais dire comme conclusion que le devoir principal d'une famille, c'est l'assistance à personne en danger et que cela permet d'éviter tout abandon thérapeutique et que tout le monde est soumis à cette loi, autant les soignants que les familles. Et donc, il est très important, dans le trialogue que nous avons ici, avec la présence de quelqu'un qui représente le patient, celui des familles et celui des professionnels, de bien comprendre les enjeux de ces législations qui permettent de respecter les uns et les autres. Voilà ce que je voulais. Merci Martine, merci. Et effectivement, ça me permet de rappeler que tous les articles de loi que tu as cités et qui fondent la question des femmes, qui donnent une place aux familles, en tout cas une légitimité, même un devoir de s'inquiéter, de s'impliquer, seront retransmises par la suite sur le site avec le webinaire. Ce qui est de très intéressant, c'est que cette intervention nous permet de rappeler qu'au moment d'une crise, de la survenue d'une crise, effectivement, il y a assistance à apporter aux patients en respectant ses droits, comme Christian Marchal nous le soulignait, mais qu'un patient n'est jamais qu'un être en interaction, intégré au sein d'une famille, d'un entourage, d'un système, et qu'il y a lieu d'apporter aussi assistance à cette famille, à la famille, de manière qui soit respectueuse des droits de chacun, mais qu'il y a par ricochet et par une logique circulaire lieu de prendre soin de ces différentes entités qui vont effectivement avoir un impact sur la suite du parcours de soins de la personne qui est en crise. Et ça me permet alors justement sans plus trop tarder, donner la parole au docteur Delatte, que je vais présenter. Donc, docteur Delatte, vous êtes psychiatre et médecin-chef à l'hôpital Le Beau-Vallon. Vous êtes également, je pense, psychiatre au centre de réadaptation fonctionnelle, qui est un lieu en ambulatoire, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, votre point de vue aujourd'hui, justement, c'est face à cette première présentation des droits du patient et la présentation qui nous rappelle le droit des familles, eh bien vous, de votre place de clinicien au sein de l'hôpital, comment est-ce que ces questions, cette mise en tension se réfléchit, s'élabore avec le personnel, avec le patient, avec l'entourage. Et donc, je pense que c'est de cette expérience-là dont vous avez envie de nous témoigner, nous apporter votre éclairage. Oui, tout à fait. Et donc, merci et bonjour à tout le monde. Je vais donc partager avec vous là où on en est, là où on en est de nos réflexions par rapport à tout ce qui tourne autour du secret professionnel. Et je me retrouve assez bien dans des mots qui ont été cités par Christian Marchal ou Martine Vermeulen, où on citait la question de la justesse, de l'ajustement, et moi je mettais de la rencontre. C'est de ça dont je souhaitais vous parler. Je souhaitais vous dire, en fait, moi aussi, en tant que tel, je ne suis pas un hyper spécialiste du droit du patient, des différentes procédures juridiques,
mais je vais vous témoigner un peu de cette dynamique, hein, de réflexion dans laquelle on est et dans laquelle on essaye aussi de faire des propositions concrètes de changement, enfin, en tout cas de nouvelles perspectives qui permet cette rencontre entre l'hôpital qui a bien évolué, hein, depuis j'aime bien ces images médiévales. Alors, peut-être bien qu'à certains moments, les tentations du passé l'en rapprochent assez fort. Et puis, mais il y a quand même toute une mouvance en termes de changement et encore une fois, de nouvelles perspectives au niveau de l'hôpital. Moi, j'interviens ici aussi dans la mesure où je vais passer le lien correctement. Où ces questions autour du secret médical, elles commencent par une rencontre où en octobre 2021, lors de la semaine pour la santé mentale, à l'hôpital du Beau-Vallon, nous avions participé à l'organisation en compagnie de Similes, notamment du CRESAM, à la projection d'un film que certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous ont vu, qui s'appelle La forêt de mon père. Et suite à ce film, on avait mené une conférence débat et je vous affiche ici le tableau des post-it des différents feedbacks dont on avait bénéficié à ce moment-là. Et la question est une question qui était portée bien sûr par les familles, qui était portée par des patients, par des usagers, mais qui trouvait un écho fort aussi au niveau des différents intervenants de l'hôpital. Hein. Ces questions des familles dans ce film-là, je ne vais pas vous le spoiler, mais où il s'agit d'un père qui rentre, enfin qui brutalement, suite à une décompensation psychique, rentre à l'hôpital et l'hôpital devient cette boîte noire qui n'est plus accessible à des tiers, qui n'est plus accessible à la famille, et les familles en sont bouleversées, en ont une vraie souffrance, ça apparaît comme cet hôpital inaccessible, ça renvoie beaucoup d'éléments en termes de solitude, voilà. Et donc, cette projection de film nous a, enfin en tout cas, nous a conforté à mener plus loin ces réflexions, et c'est comme ça que la question du secret professionnel, que dit-on aux patients, que dit-on à la famille, que dit-on aux proches, à l'entourage, même s'il ne s'agit pas de la famille, que dit-on? Alors, le secret professionnel, c'est quelque chose, je veux dire, en tant que médecin, auquel on est, j'allais dire, biberonné depuis nos études de médecine, et il est dans la tête de chaque médecin, et pas que des médecins, ce fameux serment d'Hippocrate, hein, qui, je cite, rappelle que quand on est admis dans l'intimité des personnes, on va taire les secrets qui sont confiés, hein, on va taire ce qu'on a pu voir, percevoir à l'intérieur des maisons, et de respecter ce secret. Alors, cette notion de serment d'Hippocrate, bah oui, on est à 5 siècles avant Jésus-Christ, il y a bien des choses qui ont évolué depuis lors. Le secret professionnel, c'est ce à quoi l'article 458 du Code pénal, et je ne vais pas en faire des tonnes sur le sujet, hein, mais c'est celui qui encadre ce secret auquel sont tenues différentes professions de santé. Et eh bien, on nous explique bien, à nous soignants, que ce secret, il est extrêmement... Enfin, on y est lié, et il couvre l'ensemble de ce qu'on aurait pu apprendre, de ce qu'on a appris dans l'exercice de notre profession, et on ne peut pas y déroger.
Alors, vous connaissez, et je pense que ça a été fait dans d'autres webinaires, c'est qu'il existe des exceptions, hein, les questions de témoignage en justice ou de mise en danger grave et imminente qui oblige le professionnel à lever ce secret professionnel. Mais donc, je veux surtout, par ce rappel de ce code pénal, rappeler justement que les professionnels du soin en santé mentale ici, ça vaut pour tous les soins, mais en santé mentale, puisque c'est le sujet, sont vraiment, ont cette adhésion, cette obligation forte à cet article du code pénal. Et donc, ce secret professionnel, d'un côté, il apporte, il a des objectifs, hein, il faut le comprendre comme quelque chose qui vise à protéger la personne qui se confie en respectant sa vie privée. C'est quelque chose qui vise également à protéger le professionnel, à préserver une confiance envers certaines professions et protéger la société. Ça, c'est les grands principes. Et donc, chaque fois qu'on parle de ce qui permet, on doit se rappeler que, et ça, je pense que c'est dans la tête vraiment de chaque soignant, on redoute le moment où on pourrait violer ce secret professionnel. Hein, et là, légalement, il faut 3 éléments qui doivent se réunir. Alors, le fait d'appartenir à cette profession visée par les dispositions pénales, bien sûr, et puis la circonstance de révéler ce qui a été recueilli dans cette profession et que la révélation elle-même est ou non une volonté de nuisance. Ces 3 éléments doivent être là. Et ce qui est particulièrement dans la tête des soignants, c'est aussi l'ensemble des mesures qui vont découler les différentes sanctions qui peuvent être prises, qui ne sont pas uniquement d'ordre pénal, hein, avec peine d'emprisonnement et amende, mais c'est aussi la possibilité d'être poursuivi sur le plan civil avec des sanctions de réparation de dommages, d'intérêts liés à ça. Et puis aussi des sanctions qui peuvent être prises sur le plan disciplinaire avec le code de déontologie. On est aussi poursuivi en tant que médecin. Je prends juste cet exemple-là par l'ordre des médecins qui peut poursuivre pour des violations de secret professionnel. Alors, mon exposé, enfin en tout cas mon intervention pourrait déjà s'arrêter là. Ben voilà, c'est tout, c'est dit. La loi encadre le secret et le secret est inaliénable. Je n'en dirai pas plus. On n'a qu'à se référer à ça. Alors bon, je continue quand même pour vous dire que ce secret professionnel, et moi aussi je vais chercher une image issue d'illustrations datant du Moyen-Âge, où c'est que ce secret professionnel, concrètement au quotidien à l'hôpital, au Bon-Vallon, mais dans tous les hôpitaux, il me semble vraiment un peu proche de cette métaphore ici de cette forteresse assiégée. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ce secret professionnel est menacé tous les jours. Alors, je ne serai pas exhaustif pour dire de quelle manière, de toutes les manières desquelles il est attaqué, il est sollicité en tout cas. Hein, sachez que dans cet article que j'ai trouvé, qui est juste un article de presse tout simple, hein, on retrace qu'en 16 ans, un article de 2020, plus de 129 professionnels ont été condamnés pour des violations du secret médical.
Alors, il y a beaucoup de situations. On dit que les 129 professionnels qui ont été condamnés, beaucoup plus de plaintes ont été introduites. Il y a des tolérances, ou en tout cas, il y a des situations qui ne vont pas jusqu'à des condamnations, mais qui sont malgré tout certaines violations. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces intrusions? Bah, il y a des intrusions, il y a beaucoup d'intrusions téléphoniques, il y a maintenant je donne vraiment quelque chose de très anecdotique, mais pour dire jusqu'où peut se loger des possibilités de fuite, de violation du secret professionnel. Vous lirez ça et vous réfléchirez ou vous serez horrifié d'apprendre que certains soignants, au mépris de ce secret, parfois en constituant, comme ça existe dans beaucoup d'organisations, des groupes privés sur WhatsApp ou sur Messenger, peuvent échanger de façon bien intentionnée ou mal intentionnée des données sur le patient. Ça représente en tant que tel des violations au quotidien du secret professionnel. J'ai encore, tout à l'heure, de façon horrifiée, nous avons découvert qu'avec le dossier patient informatisé, eh bien, il y avait des brèches de sécurité qui permettaient des accès de certains dossiers patients informatisés qui permettaient d'avoir accès en ligne via certains navigateurs à des données médicales de patients sur le réseau Santé Wallon. Des brèches, il y en a tout le temps. Et il faut les articuler avec une vision dynamique. Et voilà, dans notre hôpital, dans notre structure de soins, comme dans d'autres, nous réfléchissons et nous sommes pétris et constitués d'une vision systémique qui fait que en 2022, on a cette vision du soin de la personne qui est hospitalisée, qui est d'office une vision multidimensionnelle. On ne voit plus dans le patient qui est hospitalisé uniquement une dimension clinique qui serait réduite à des symptômes psychologiques, psychiatriques. On veut voir, et en travaillant vraiment dans un axe de rétablissement, on veut voir d'autres dimensions fonctionnelles, on veut voir des dimensions sociales, on veut voir une dimension physique ou dans laquelle les intervenants vont vraiment aussi veiller à améliorer, apporter de l'aide et une assistance et un soin autour de ces différentes dimensions. Alors, je dois bien avouer que toutes ces dimensions ne collent pas et ne sont pas, le lieu le lieu où on va aller travailler ne sont pas forcément toujours l'hôpital, mais l'hôpital doit être ouvert à ces différentes dimensions, hein, comme aussi la dimension existentielle qui est décrite par le fait d'avoir un but, de donner un sens. Voilà. Cette vision dimensionnelle, cette vision systémique est quelque chose qui en tout cas celle portée par l'hôpital, où vraiment, pour qu'on aille vraiment dans cette dynamique portée pour le rétablissement, on convoque vraiment des valeurs et des visions et des façons de travailler qui sont certainement nouvelle pour l'hôpital psychiatrique. C'est celle qui parle vraiment de travailler en coordination, en cohérence. Alors, on le veut, et je veux déjà faire des ponts ici, hein, coordination, cohérence avec d'autres intervenants ambulatoires, mais aussi certainement vis-à-vis de l'entourage, des proches, des familles, des personnes qui font sens aux proches, enfin à la personne qui est hospitalisée. Et donc tout ça, on veut le mettre en place. Et donc vous voyez déjà se pose toute cette question, comment va se passer
ce partage du secret professionnel, va-t-on pouvoir partager certains éléments, va-t-on devoir taire certains autres? Et vous voyez qu'il n'y a pas une... il y a vraiment quelque chose à construire entre des barrières qui sont des barrières légales et puis une volonté de pouvoir faire évoluer les lignes dans ce domaine. Donc voilà, vous voyez, promouvoir une dynamique portée par un rétablissement du patient, c'est instiller quelque chose d'ordre de l'espoir, d'une capacité d'agir, d'une dignité, d'une estime de soi. Pas que des mots, hein, l'idée, c'est pas de faire du greenwashing ou de l'hôpital psychiatrique qui prendrait des mots qui n'ont aucun sens, mais vraiment de mettre au cœur du processus le patient, la personne, et de mettre autour de lui les différents intervenants. Et l'hôpital est un de ces intervenants, pas le seul, loin de là, pas l'intervenant majeur, mais un intervenant important qui peut justifier d'une certaine compétence, d'une certaine expertise, mais qui ne doit pas oublier que l'expertise, il ne doit pas se prendre la tête en croyant le seul intervenant qui fait la différence auprès du patient. Et donc, ce travail-là, c'est tout ce travail, c'est tout ce dans quoi on est dans un travail en réseau. Et je vous renvoie à cette pyramide vraiment objectivée, en tout cas clairement identifiée par ce schéma du CRESEM, qui met la multitude des intervenants qui peuvent exister dans un processus de soins. Et les uns sont primordiaux à certains moments et voilà. Et ils vont s'agglutiner et on va pouvoir les solliciter à différents moments de la prise en charge. On est vraiment dans cette naissance du paradigme, de cette vision systémique, de ce travail en réseau. Et dans ce cadre-là, la question de partager des informations est extrêmement importante. Bien sûr, elles doivent être dans un objectif qui est porté par une vision professionnelle, par un souci de soin. Hein, on va obtenir l'accord de la personne concernée, on va ne pas partager certaines informations. Voilà. Il faut être vraiment... C'est un travail d'adaptation, de délimitation, de frontières, de dire ce qu'on dit, et puis aussi une notion qui est importante, et j'aurais malheureusement pas le temps de l'aborder en tant que tel, il y a aussi toute une question de la temporalité. Voilà, un patient qui arrive en pleine crise, eh bien, la temporalité, ça va peut-être être pour les soignants hospitaliers de se préoccuper de certains éléments et puis de se focaliser vraiment sur des soins aigus. Et je pense que les soignants seront moins attentifs, c'est peut-être un tort, mais en tout cas, seront moins attentifs à des intervenants familiaux. Et je vais vous montrer un peu quelle est l'initiative que, notamment au Beauvallon, mais il n'y a pas que le Beauvallon qui a mis en place cette initiative-là, qui permettent de faire face à tout ce questionnement et tout ce potentiel de rencontre qu'on peut avoir à l'égard des familles. Alors, je vois, parce que le temps avance, et je parle, mais de dire que, encore une fois, c'est quelque chose auquel on croit, dans ce processus de soins qu'on souhaite vraiment et qu'on ancre clairement dans une vision sur le rétablissement, on pense que les familles ont cette compétence relationnelle, ont des compétences qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre comme ressources dans les soins que nous construisons, qu'on nous construit ensemble autour du patient. Le patient, je ne vais pas non plus développer ça, mais
nous devons aussi le voir comme porteur de ressources, eh bien, voyons aussi les familles comme une ressource. Et arrêtons de nous retrancher derrière un secret professionnel qui ne permettrait pas d'échanger au niveau des familles. Alors, concrètement, et je vois qu'il reste 5 minutes, ce dont je veux vraiment vous parler, c'est de la mise en place depuis quelques années déjà de quelque chose, enfin d'un référent famille que nous avons mis en place, notamment, enfin au Beauvallon on a mis en place, mais qui existe, je le rappelle, dans plusieurs hôpitaux en Wallonie. C'est celle qui permet, ce référent famille, permettre de travailler avec la famille comme un partenaire. Et voilà, il y a une personne qui est dans cette fonction-là, au Beauvallon, qui travaille 19 heures semaine, qui travaille dans ce poste-là 19 heures semaine, qui a des locaux spécifiques dans un endroit qui sert à faire de l'accueil, qui se fait en dehors des unités de soins, quelqu'un qui est contactable par email, par téléphone, qui est mentionné, qu'on rend visible sur le site de l'hôpital, qui a la possibilité d'accueillir des familles pendant les jours ouvrables, qui fait le choix, qui peut faire le choix de ne pas avoir de contact avec le malade hospitalisé. Voilà, la famille peut rester discrète sur le fait qu'elle a rencontré cet intervenant famille. Et vraiment dans cette idée que si le patient était hospitalisé et que voilà, il a besoin de soins de façon aiguë, une équipe de soins va travailler dans un premier temps à stabiliser, à évaluer le diagnostic, à mettre en place un traitement. Eh bien, l'intervenant en famille apparaît comme une ressource pour soutenir le lien avec ce système, cette famille, les lieux d'appartenance du patient. C'est un espace d'accueil qui permet aux familles de déposer leur vécu, leur réalité, comment ils voient le monde, et très souvent, l'intervenant, le référent famille, Mbarka, explique ce à quoi elle fait face de la part des familles. Hein, c'est toute la question de la culpabilité, de ne pas se sentir à la hauteur comme parent, la culpabilité finalement de ne pas arriver à trouver une place en hospitalisation, de vivre l'hospitalisation sous contrainte, de vivre ça comme un traumatisme. Et vous voyez et vous savez très certainement l'ensemble des sentiments de frustration, de culpabilité, de tristesse qui peuvent être vécus par les familles, par des proches. Ce référent famille permet aussi ce temps d'écoute, permet à la famille de prendre recul face à leurs émotions, et c'est parfois une étape nécessaire qui permet qui n'est pas un sas d'attente, qui n'est pas un lieu d'attente, qui est déjà une forme d'accueil, une forme de soins d'un système, mais qui est peut-être une étape préalable dans certaines situations à une rencontre avec la famille, avec les soignants, avec la personne qui est hospitalisée. Et donc, nous voyons en tout cas le bénéfice et l'apport extrêmement positif pour les familles et pour les équipes d'être vraiment ouvertes à cette dimension de l'autre qui n'est pas hospitalisé, mais qui est une référence et qui est un support extrêmement important pour le patient. Et donc, voilà, au quotidien, dans cette approche-là, vous voyez que ce type d'initiative permet à la fois de proposer une voie intermédiaire qui préserve la question de ce secret professionnel pour le soignant et d'être malgré tout ouvert à cette rencontre.
que puis-je encore vous dire, parce que je vois qu'on arrive à la fin ici. Vous pourrez lire les différents éléments. Ce référent famille, donc, c'est cet espace de compréhension, d'apaisement. C'est vraiment une dimension de soins, une écoute active où on va vraiment permettre cet accueil, partager ces différentes informations, avoir un repositionnement relationnel, et puis l'amorce d'une confiance mutuelle qui parfois a été ébranlée par les premiers moments de l'hospitalisation, tout ça dans la volonté d'une autonomie. Et je voulais aussi dire que c'était vraiment dans cette vision où il apparaît très clairement, et je termine tout doucement, que l'hôpital ne peut plus travailler en vase clos, et c'est d'ailleurs bien fini. Il travaille tout à fait de façon intégrée dans un réseau, et il se veut d'intégrer à la fois au niveau des usagers, mais aussi au niveau des familles, tout leur savoir expérientiel pour vraiment apporter des soins de meilleure qualité et aller vers un mieux faire. Et je vous laisse juste, mais je sais bien que je vais trop loin en parlant de ça, mais il y a certainement des perspectives que j'emprunte ici à une association française, à l'UNAFAM, pour voir un peu comment les familles peuvent entrer beaucoup plus en relation avec les équipes de soins. Vous regarderez les différentes recommandations qui sont faites en France, qui ne sont pas en tant que telles des recommandations en Belgique, mais qui nous intéressent, en tout cas, qui intéressent notre processus de réflexion, hein, entrer mieux en relation avec l'équipe de soins, et puis à l'égard du secret professionnel, et donc d'aller vers un partage de certains types d'informations pour les mettre au service du soin et des soignants. Voilà. Un tout grand merci, Dr Delatte. Il y a vraiment des points communs avec la première intervention, qui est cette nécessité de manœuvrer avec délicatesse, que rien n'est donné comme ça de manière toute limpide, et qu'il faut manœuvrer pour arriver à une position qui soit la plus juste possible pour les différentes personnes qui sont concernées par la souffrance, que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière indirecte ou en tant que prestataire de soins face à la situation de crise. Et alors aussi, ça nous a paru tout à fait évident, les points communs qu'il y a entre votre présentation et celle de Martine Vermeulen, de cette nécessité d'être dans une formule la plus inclusive possible dans la prise en charge, tout en manœuvrant et en respectant les différentes réglementations, mais en faisant toujours cet effort d'interprétation. Comme vous le disiez, on peut s'arrêter à la question du secret médical, circuler, il n'y a rien à voir, ou en tout cas essayer de se montrer créatif, et cette fonction de référent famille l'incarne bien, donc de pouvoir être vraiment à un point de jonction entre les préoccupations des uns, les préoccupations des autres, et de voir comment on peut faire avec tout ça. Alors, je pense qu'il est temps de laisser place à nos participants. Je vais essayer de me faire le porte-voix de leurs différentes questions dont j'ai pu prendre connaissance durant le webinaire. Alors, il y a des questions qui concernent la première intervention. Est-ce que Christian, voilà, Christian est de retour, il a allumé sa caméra. Concernant donc le droit des patients, il y a une remarque, une personne qui dit, mais en fait, comment est-ce que vous pouvez expliquer que les patients que cette personne a rencontrés dans le cadre des hospitalisations semblent peu informés, peu au courant de cette loi de 2002 sur le droit des patients. Donc, c'est à la fois, j'imagine, une question qui exprime un certain étonnement, et en même temps de voir comment est-ce que cette loi est comment dire, transmise en termes d'information, et comment est-ce qu'on sensibilise le public
enfin nous, puisque nous sommes tous des patients potentiels. Alors, il y a quelques petites questions qui concernent des précisions, hein, mais ça, on va peut-être mettre peut-être dans le chat les coordonnées de la médiation des plaintes et aussi de voir si la commission sur les droits des patients, est-ce que les avis sont consultables ou quoi aux caisses. Et alors, il y avait une question, me semblait, hein, qui était très importante par rapport à ce que vous disiez, hein, des droits des patients, à savoir, qu'en est-il de la pratique de la contention en psychiatrie par rapport à cette question du consentement libre, éclairé, comment est-ce que le droit du patient est respecté, comment est-ce que voilà, sa parole peut être entendue par rapport à cela, et aussi quand il s'agit de donner l'information la plus exhaustive possible sur le traitement pour que le consentement puisse être éclairé, jusqu'où doit-on aller? Et ça, c'est une question qu'on peut aussi relayer au docteur de Latte. Voilà, jusqu'où faut-il aller? Parce que parfois, à l'énoncé de quelques effets secondaires, déjà, la personne ça peut être suffisant en tout cas pour qu'il refuse un traitement. Voilà, je vais peut-être vous laisser la possibilité de réagir, Christian, et puis de voir, il y a aussi d'autres questions pour les autres intervenants, donc sans plus tarder. Voilà, sauf ce qui est embêtant, dès que tu as dit la dernière question, j'ai oublié la première. Je te la rappelle. En fait, la première question, c'est plutôt une forme d'étonnement. C'est de dire, mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a peu de patients qui sont au courant de ça, de ce droit-là Effectivement, c'était une information. Déjà, c'est des lois, on se sent concerné que quand on est face à une problématique. Déjà, donc, généralement, la population en général préfère faire autre chose qu'aller se plonger dans les lois. Deuxièmement, c'est mon boulot, ça, d'essayer d'informer le mieux possible, donc de faire des animations, d'aller dans les hôpitaux, etc., etc. Et donc, voilà, j'informe quand je suis invité dans un hôpital, moi je suis très content, et surtout quand j'ai affaire, parce que généralement, l'information, je la donne aux professionnels. Et quelque part, les patients me sont moins accessibles. Ça, c'est très embêtant. Et quand ils me sont accessibles, ça c'est une petite anecdote, hein, mais qui date voilà, de la première fois qu'on avait fait cette campagne droit du patient en 2006. Donc, j'avais été invité justement dans un hôpital où on faisait de la mise en observation, etc., etc. Et donc, j'explique que enfin, ça se passerait bien avec les patients, la loi. Après, j'ai quand même eu un coup de téléphone furieux de l'infirmier en chef, comme quoi, qu'est-ce que j'avais foutu, ces patients devenaient intenables. Donc voilà aussi, c'est ça aussi. Quelque part, pour certains professionnels, voilà, moins on connaît une loi, moins ils ont affaire justement à des questionnements, à ce genre de choses. Et donc, des fois, dans un service, on vise plutôt une paix sociale, on va le dire comme ça, et par rapport à ça. Mais c'est vrai, là, et c'est pour ça que voilà, que cette information, on doit revenir dessus, on doit refaire des campagnes, on doit réinformer, rediscuter, parce que moi j'aime bien vraiment en discuter hein, de tous ces points, etc., etc. Mais effectivement, il y a un manque d'information. Voilà, moi j'avais déjà proposé, parce qu'il a dans les droits de patient, il a ce concept de personne de confiance aussi, que peu de personnes connaissent encore. Moi, je demande tout simplement, quand on fait justement une fiche d'admission, de mentionner cette personne de confiance, juste de dire dans cette fiche d'admission, avez-vous une personne de confiance ou pas? Ça suscitera la question, mais c'est quoi une personne de confiance, par exemple? Il suffirait de ça. C'est des petites choses comme ça qui permettent justement d'accéder à cette voie. Et donc, il y a encore du travail. Oui, tout à fait. De sensibilisation. Et par rapport à la question voilà, de jusqu'où on doit aller dans... C'est une question vraiment très intéressante et c'est là que je vais prendre ma casquette de légaliste, aller au maximum. Voilà, en fait, et on a entendu beaucoup à cette notion de faire des arbitrages risque-bénéfice hein, de la part du soignant quand il va prescrire un traitement, qui est tout à fait normal. Mais le patient aussi va faire son propre arbitrage. Hein.
par rapport aux risques et ses bénéfices. C'est quelque part donner, je veux dire, au patient un pouvoir sur son traitement. Et c'est alors à ce médecin d'être très pédagogique par rapport à ça. Et de toute façon, les dizaines d'effets secondaires qui sont des fois mentionnés, mais vous prenez le truc de la cachet d'aspirine, vous en avez autant d'effets secondaires par rapport à ça. Les effets secondaires, vous inquiétez pas, le patient va le ressentir à un certain moment. Et il va retourner chez son médecin, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez pas dit ça. Donc voilà, c'est dans l'intérêt du professionnel, aussi bien du patient, d'aller vraiment au maximum. Et la loi est très claire. Donc c'est toutes les informations. Là, il n'a pas à déroger. Ouais. Sur ce Mais point, ça, c'est peut-être comme Dr Delatte peut rebondir là-dessus. Hein. Oui, sur ce point, Dr Delatte, qui peut-être en tant que praticien, à la fois d'avoir cette obligation d'être le plus exhaustif possible, et en même temps, voilà, j'imagine, de trouver un point de négociation avec le patient pour… Mais je pense que vraiment, voilà, vous touchez quelque chose qui justifie mon intervention là-dessus, c'est la question de la négociation. Enfin, je vais pas faire un cours là-dessus, mais entre une position, enfin, c'est sûr qu'une position paternaliste où le médecin sait tout et qu'il sait forcément ce qui est bon pour vous, hein, et il vous le prescrit comme ça d'autorité, cette vision-là, elle a toujours sa place en médecine, mais dans des situations extrêmes où vous n'êtes plus en état de donner ou de participer à la réflexion par rapport à un consentement. Vous faites, ou je fais un problème d'asthme extrêmement sévère, je suis comateux, ben je ne vais pas commencer je ne suis pas en état de négocier ou qu'on me lise la notice du produit qu'on va m'injecter. Okay, mais donc, en psychiatrie, il existe des rares cas où effectivement, il y a un état d'agitation, la personne se met dans un état de danger extrêmement sévère, imminent, et donc on est, médicalement, ça justifie un acte qui ne prend pas en compte la vie du patient. Mais c'est très, 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 très minime, ces genres de situations-là. D'un autre côté, l'autre extrême me semble être une illusion, de dire, voilà, vous avez une dépression, eh bien, je vais vous donner, il y a les guidelines, les recommandations, c'est tel traitement, et je vais vous donner ces 3 syllabus à lire, parce que c'est tous les effets secondaires. Personnellement, je serais pas à même d'argumenter mon choix, de savoir lequel est le plus pertinent des 3 traitements qu'on va me proposer. Et donc, effectivement, le mot-clé, c'est la question de la négociation, en tout cas, à la fois d'une information et de tout un processus de décisions partagées auxquelles il faut arriver, et où je pense que le praticien, le soignant doit pouvoir porter ou étayer pourquoi il ferait tel choix de tel ou tel traitement, mais de le mettre vraiment dans un processus de décision partagée avec la personne. Et dans cet aspect-là des choses, il y a toute la question qui n'est pas, derrière la question médicamenteuse, il y a tout l'aspect de la question de la relation avec le patient, de la relation de confiance, de la relation qu'on établit par rapport, est-ce qu'on voit le patient comme quelqu'un qui est porteur d'incapacité, ou est-ce que, je vais loin, hein, est-ce qu'on le voit plutôt comme quelqu'un avec des potentiels de rétablissement, avec un potentiel de ressources.
Quand vous le voyez dans cette optique d'un potentiel de ressources, voilà, la négociation et le partage d'informations, il est quand même nettement plus facile. Et, voilà. Et on peut alors, je parle vraiment en tant que clinicien, et parfois, voilà, on dit, voilà, on ne met pas de traitement pour l'instant, on attend, on en rediscute et on fait techniquement je dirais un entretien motivationnel, quels sont les avantages à ce traitement, quels sont les inconvénients, quels sont les inconvénients d'un statu quo, ou quels sont les avantages d'un statu quo. Et donc, on essaye d'équilibrer cette balance décisionnelle au bénéfice du patient en laissant le plus de liberté possible. Ouais. Merci. Une autre question concerne voilà, cette inclusion, ce travail d'inclusion des familles. Ici, une personne nous demande, mais comment est-ce qu'on fait quand, de manière très explicite, les patients ont exprimé le fait qu'ils souhaitaient que leurs proches soient tenus à l'écart de toute information, de la prise en charge. Donc, comment est-ce qu'on se positionne alors à l'égard du droit des familles dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on se positionne dans les demandes qu'ils font? Parce qu'effectivement, parfois, les liens avec la famille sont peut-être une source de tension et de difficultés. Martine, je vois que tu souhaites réagir. Micro. Ah voilà. Oui, je souhaitais répondre à cette question qui concerne, par exemple, un juge qui prend à la lettre la liberté et les paroles du patient comme si ce patient avait un jugement bien éclairé et comme s'il parlait en dehors de toute contrainte. C'est vrai, quand un patient dit « mais j'accepte les soins », alors qu'en réalité, il ne le fait pas. Donc, ça, c'était l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, mais il y a aussi l'exemple du clivage. On sait en psychiatrie et en psychologie que la parole n'est pas toujours libre, qu'il s'agit d'une parole sous contrainte et qu'on a affaire parfois à des clivages. Et que quand un patient dit « mais je regrette d'avoir frappé mon frère ou ma mère, etc. », parce que je les aime, eh bien, un juge n'est pas toujours à même de comprendre et de prendre ça au sérieux, parce que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on ne va pas le frapper. Il y a aussi le fait de protéger sa famille. Quand un patient dit « mais moi je ne veux pas me suicider », en fait, il veut protéger sa famille, il ne veut pas que sa famille s'inquiète pour lui, parce qu'il a peur d'une intrusion dans sa vie privée. Donc, la difficulté, ce n'est pas de traiter la famille. La difficulté, c'est qu'il faut informer la famille. C'est très différent. Il est normal qu'un patient ait droit à un traitement individuel pour lui, et pas toujours que sa famille intervienne là-dedans, ça c'est tout à fait normal, mais que les soignants aient bien en tête que si on aide la famille séparément, eh bien cette famille sera bien plus efficace dans la prévention des rechutes, puisque si la famille va mieux, le patient va mieux. S'il y a moins d'angoisse qui circule et moins d'agressivité, on évite quand même pas mal de problèmes. Donc c'était un petit peu ça. Et par rapport à la médication, moi je voulais dire aussi, il y a des patients tellement angoissés qu'ils vont tout de suite lire les notices soi-disant explicatives pharmaceutiques et ça va leur donner des arguments pour refuser un traitement parce qu'ils sont tellement angoissés qu'ils ne font pas confiance. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur Delat dit. Il faut négocier et parfois évaluer les risques. Voilà. Donc il y a moyen d'entrer dans la motivation. Qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à faire quelque chose? Merci. Docteur Delat, sur cette question voilà, d'une situation où un patient demanderait de manière très explicite à ce que son entourage reste à l'écart,
Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut, j'imagine, pas dire à la famille il ne veut pas vous voir, il ne veut pas vous parler, puisque ce serait déjà Je dire vous quelque chose détrompe, je d'une vous parole détrompe. intime. Oui, Oui. parfois parfois, il y a effectivement des soignants qui sont aussi cash que ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça, je pense que euh, des situations comme ça, je ne veux pas dire que j'en ai des dizaines en tête, mais je sais que c'est des choses qui ont été dites et que quelque part, bah, ça permet à l'hôpital ou aux soignants hospitaliers de rester dans son château bien protégé. Voilà, mais je pense, enfin, je veux mettre là-dedans aussi une question, enfin, parce que ça me rappelle vraiment une situation tout à fait vécue d'une patiente euh, qui a été hospitalisée, enfin, hospitalisée dans notre hôpital. Et je ne veux pas trahir un secret professionnel, je vais juste vous éclairer un petit peu par rapport à ça. Mais une patiente qui souffrant d'une décompensation psychique, l'amenant à avoir du délire, des hallucinations, mais vraiment très, très envahissant dans le quotidien, et est arrivée sous le coup de cette loi dont on parlait tout à l'heure de la mise en observation, est arrivée et d'emblée, dans cette procédure spécifique, c'est sa famille qui était extrêmement inquiète par rapport à la dégradation, pas uniquement psychique, mais aussi sociale de son proche, avait lancé cette mesure. Et donc, cette patiente refusait absolument toute visite avec la famille, plus aucun contact. Et donc, c'est encore une fois la question de la temporalité. Dans un premier temps, bah, je veux dire, notre travail, c'est aussi d'établir une relation de confiance avec la personne en tenant compte bah, de ce qu'elle peut émettre comme souhait de non-contact. Dans cette situation bien précise, bah, l'intérêt, c'est notamment, et je ne fais pas de la publicité, mais c'est ce type de référent famille qui peut, à la demande de la famille, rencontrer la famille de façon discrète et sans en avertir les soignants, et qui ne va pas qui ne va pas dans le dossier médical de la patiente, voilà, qui peut être un intervenant à côté et qui soit, enfin, à côté qui n'est pas à ce moment-là où il n'y a pas de pont entre ces deux rives. Et donc, et puis la question de la temporalité, c'est celle-là aussi. C'est celle des soignants qui travaillent, qui veulent à un moment donné, qui sont attentifs à pouvoir inclure la famille. Et dans cette situation-là, cette patiente qui a refusé pendant des semaines à voir sa famille, je me souviens très bien avoir pu obtenir que malgré tout, on puisse voir la famille. Que autant elle était, enfin, et ce qui n'avait pas fait baisser sa colère envers elle, mais c'était devenu, grâce au travail et au travail qu'on avait fait avec elle, pas contre elle, mais avec elle, on avait pu obtenir d'avoir finalement cette rencontre. Donc, dans un premier temps, bah oui, c'est quelque chose qu'on suit, auquel on est fort attentif et qu'on suit vraiment à la lettre, mais ça ne présage rien d'une situation définitive et nous qu'on veut, enfin qu'on souhaite souvent être évolutive, voilà, hein, pour une situation par rapport aux familles. Est-ce que un de vous, enfin Christian, tu souhaites intervenir par rapport à cette question ou... Voilà, oui, mais je comprends très bien, je comprends bien, Monsieur Delatte, je peux faire part d'une expérience aussi d'il y a quelques années aussi par rapport à ce rapport et par rapport à une mise en observation.
avec une personne dont notre lieu était très, très proche à ce moment-là et qui était en pleine décompensation. Il avait quand même une forte inquiétude vis-à-vis de cette personne. Et donc, on contacte d'abord la famille pour la prévenir tout simplement. Et donc, moi-même, j'étais parti pour enclencher une procédure de mise en observation. C'est la famille qui nous a rappelé, il dit non, ne mettez pas cette procédure en route, nous, on va la faire parce que les liens sont déjà coupés avec nous et on préfère qu'ils gardent encore un lien avec l'autre lieu. Donc, aussi parce que vous avez quand même des conflits de loyauté qui se mettent. J'ai fait une autre, j'en ai fait deux sur presque plus de 16 ans que je travaille à l'autre lieu, où j'ai fait moi-même une mise en observation et j'allais voir chaque jour ce patient parce que c'était moi qui l'avais fait, donc chaque fois je me faisais insulter. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je vais dire, et comme l'a dit le docteur Delacte, il y a une temporalité là-dedans. Voilà, juste, c'est qu'il faut essayer de maintenir le lien coûte que coûte. Troisième exemple, lors d'une procédure de mise en observation avec le juge, des fois, justement, les positions entre le médecin et le juge vont se déterminer avec des valeurs tout à fait différentes. Et donc, le juge, à un certain moment, c'était le juge Brandon, si vous vous en souvenez, qui hélas a été assassiné, mais qui était vraiment une personne qui était très sensible à ces questions-là, disait, mais oui, je vois que cette personne déconne. Oui, ça j'en suis conscient, je vois bien. Mais pour moi, cette personne, elle n'est pas allongée pour elle-même ni pour la société. Et donc, je ne prononce pas de mesures de mise en observation. Évidemment, le médecin à côté, il avait envie d'hurler, parce que pour lui, cette personne avait besoin de soins. Donc, c'est vrai que cette tension entre la justice médicale existe, et je crois que cette tension est bonne, et qu'il faut maintenir cette tension, parce que ça permet justement d'avancer dans quelque chose, en maintenant les droits du patient. C'est ça qui est important, que la personne, même si elle est touchée par un trouble mental, garde tous ses droits de citoyen. Et ça, pour moi, c'est un préalable au soin. C'est un préalable sans doute pas suffisant, mais c'est un préalable au soin. Mais en tout cas, ces différentes législations qui concernent des droits des uns, des devoirs des autres et inversement, permet en tout cas, oblige à la négociation. Et donc, c'est ça qu'on peut peut-être souligner, c'est que ça évite peut-être des situations d'abus dans un sens ou dans un autre. En tout cas, ça oblige à négocier et à se mettre d'accord et à se dire qu'il n'y a pas une situation qui est donnée d'avance, mais qu'il va falloir réfléchir ensemble et trouver, selon différentes modalités, selon différents dispositifs dans lesquels on se trouve, quelque chose de plus juste. Je crois que c'est le mot du jour, juste. Et les images médiévales. Encore autre chose, je vois qu'on va devoir conclure, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est toujours très frustrant comme exercice. Juste pour information, Christian Marchal, où est-ce qu'on peut trouver ces informations sur les coordonnées des commissions sur les droits des patients, sur le fait que ce soit consultable ou non, aussi les coordonnées si on veut faire appel à la médiation? Est-ce que ce sont des informations qu'on peut trouver sur tout à fait, mais ces informations, vous allez les retrouver justement dans cette brochure droit du patient. Ou si vous allez à la médiation de plainte, vous allez avoir toutes les adresses mail, numéros de téléphone de la médiation fédérale. Vous pouvez leur poser des questions, ils y répondent, des fois avec un certain temps, une certaine latence. Plus facilement maintenant, si c'est par rapport à, je veux dire, des établissements tout à fait particuliers, à la médiation. Voilà, Martine nous montre la petite brochure. Il a la médiation locale dans notre brochure aussi. Vous allez trouver justement un lien qui va sur un tableau Excel qui reprend tous les médiateurs locaux qui sont attachés à certains établissements. Et là aussi, ils sont peut-être beaucoup plus accessibles pour répondre à certaines questions à ce moment-là. Donc, vous pouvez la trouver. Maintenant, pour tout ce qui est des avis de l'ordre des médecins, voilà, vous pouvez aller sur leur site. Maintenant, personnellement, je vais rassembler dans un petit dossier que je vais t'envoyer, Samira,
tous les avis et tout ça qui m'ont aidé à construire ça et que tu pourras mettre sur les ressources et les personnes pourront aller directement. Juste dire à notre panel de participants qu'il y a quelques questions que je n'ai pas relayées directement, soit parce que vous pouvez trouver la réponse dans les webinaires précédents, notamment la question concernant le fait, est-ce qu'on peut forcer un médecin à transmettre des informations? Lucien Newink, magistrat, a fait toute une intervention à ce sujet, je pense, dans le premier webinaire. Et s'il y a des questions qui peut-être étaient un petit peu plus précises, je me suis permise de les laisser sur le côté. Mais si vous souhaitez les faire parvenir à une des 3 personnes ici qui nous ont fait la gentillesse de donner de leur temps et de leur expérience, n'hésitez pas, on les relayera. Et je suis sûre qu'ils se feront un plaisir de vous répondre de manière plus directe. Aussi vous dire que la prochaine, c'est le 24 mars. Et elle concernera la pratique ô combien difficile, on l'aura compris depuis le début du webinaire, de la pratique du secret partagé, en lien avec la continuité des soins, parce que ça c'est une notion qu'on entend très souvent, la continuité des soins. On va s'interroger un peu en quoi est-ce qu'elle consiste, qu'est-ce que signifie la continuité des soins, et qu'est-ce qu'on doit se transmettre, comment doit-on travailler ensemble pour permettre cette continuité du soin. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux à la prochaine. Et un tout grand merci à vous 3. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci à la Ligue et au CRESAM. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.